L'enlacement des langues. Les Piémontais arrivent. Ce sont eux, les premiers. Les Sardes viennent. Les Siciliens, les Ligures, les Lombards, les Toscans, les Calabrais. Puis, c'est le tour des Espagnols, des Polonais, des Grecs, des Yougoslaves, des Belges, des Allemands, des Russes, des Anglais, des Irlandais, des Tchèques, des Turcs, des Égyptiens. Les Algériens viendront plus tard, après la Deuxième Guerre. Les Français, il y en a aussi, orphelins d'une terre qui ne les nourrit pas. Les mineurs parlent tous d'étranges langues. Elles échappent aux chefs. Dès qu'ils trouvent un moment, ils les enterrent, de peur qu'avec eux, elles s'égarent. Ils font ça dans la descente. Au fond, il faut être deux. C'est le règlement. Sous l'italien, on repêche le sarde. Sous le castillan, le catalan. Sous le français, la langue d'oc. Des tas de mots se déposent au carré commun. Les langues laissées pour mortes s'accrochent. Mais les enfants doivent aller à l'école. C'est obligatoire. Dorénavant, il ne faudra plus compter ou fredonner en public. Le soir, avec les mères, on pourra. La langue des pères est inouïe, muette, hors du tunnel. C'est à 13 ans qu'on l'apprend, quand on descend. Les mines ferment, les usines et les vieilles langues se taisent. À leur place, il y a des musées. Les pères ne sont pas mécontents de retourner sous terre pour retrouver les os de la langue enfouie. Heureux aussi de pouvoir chanter à tue-tête. La luna è una ruota gialla, cade in mare e resta a gala. Gettano le reti i pescatori. Noi siamo dentro e tu sei fuori. Comment ça fait les cris dans le noir? Comment ça ricoche au fond? Maintenant, la bauxite, c'est ailleurs qu'on l'extrait. Quelle langue omise accompagne la descente? Merci infiniment Frédérique Guetta-Liviani pour cette très émouvante lecture de L'enlacement des langues, un texte extrait de Espèces, un recueil que tu as publié en 2017 au Temps des cerises. Oui, merci beaucoup d'avoir voulu prolonger ta voix jusqu'à nous, c'est-à-dire par-delà toutes ces langues et tous ces lieux qui sont évoqués à travers elles, depuis Marseille, où on t'entend. Oui, depuis Marseille, où là, le couvre-feu est... ça y est, là, ici, ça fait depuis 1h20 que je suis calfeutrée. Et à moi de te remercier de pouvoir faire exercer un peu la langue qui finit par s'amenuiser à force de ne pas pouvoir raisonner hors les murs. Oui, tout à fait. Et les murs, justement, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter pas mal, parce qu'ils nourrissent beaucoup ton travail, autant de poètes, de plasticiennes, d'éditrices, d'archéologues, j'ai envie de dire, d'archéologues des langues et des corps et des mouvements marins, historiques, et puis frontaliers, tout ça, j'entends en t'écoutant. Et chaque fois que je lis et que j'entends ce poème, j'entends autre chose
quelque chose de nouveau qui arrive à mon oreille. Ça doit être une des langues que tu entends qui revient là, qui remonte de dessous la terre. C'est possible. C'est possible, d'autant plus qu'il y a cet échange, ce mouvement donc horizontal et vertical. À travers l'évocation des mines et de l'excavation, il y a le mouvement de haut en bas, d'une respiration à un étouffement, une sorte de concentration et une dilatation en même temps, et qui est portée aussi par ce chant. C'est une comptine, je crois. Oui, Qui arrive. c'est effectivement ces petites chansons oui, ces petites comptines que les enfants chantent. En l'occurrence, là, moi, c'est une comptine. Bon, par exemple, mon grand-père était italien, et donc c'est ce genre de petites choses qui restent d'une langue quand on est obligé de l'abandonner à la frontière, ce qui est le cas de la plupart de ces hommes qui sont venus pour donner la force de travail de leur corps, que ce soit dans les mines, l'industrie, et qu'il fallait à un moment donné laisser la langue à la porte, la langue avec laquelle on avait grandi, et il en reste toujours des petits bouts, des petits morceaux comme ça qu'on n'arrive pas complètement à enterrer. Et elles sont, elles font partie de ces choses après qui se tissent et qu'on peut retrouver. Par exemple, actuellement, on le retrouve aussi avec toutes les générations dont les parents sont venus d'Algérie principalement, et d'autres de Tunisie ou du Maroc, mais en ville, beaucoup d'Algériens dont la langue a dû être abandonnée, mais qu'on retrouve après dans le parler des enfants, même si ce ne sont que l'apparition de mots, mais elles sont là comme des fantômes qui reviennent. Alors, tu me fais penser à un livre dont j'ai appris l'existence grâce à toi, qui s'appelle « Nous ne ferons pas marche arrière ». Et il s'agit justement d'une transcription ou une documentation des luttes à la frontière franco-italienne, italo-française, je ne sais pas trop dans quel sens. Voilà, c'est ça. Où il y a donc les rochers dont j'oublie malheureusement le nom, où on avait laissé les empreintes des mains. Donc c'était en fait des mains positives, contrairement aux mains négatives de Marguerite Duras, dont on a discuté dans le cours planche de contact. Et là, il y a un petit passage que j'ai envie de partager avec toi. Dans l'introduction, donc le groupe s'appelle Lucia Lemaki. Donc ce texte est signé donc Lucia Lemaki. On ne retrouve pas des noms, je ne pense pas, hein, en tout cas des individus forcément, et qui disent nous, donc nous et pas je, nous avons vu au cours de la lutte à Ventimiglia que la traduction n'était pas une simple affaire de langage. Le point de vue de la traduction nous semble pertinent au sein des luttes contre les frontières, car il produit un effet de décalage qui permet d'observer les hiérarchies que les frontières produisent, même entre les personnes qui se battent contre elles. Ce n'est qu'à partir du constat de l'existence des hiérarchies qui nous traversent qu'il est possible d'imaginer comment les bouleverser. Même en traduisant les mots, on ne comble pas l'écart entre les histoires, les cultures, les situations de chacun, chacune, mais l'on peut commencer à penser ensemble à partir de ces différences. Alors j'ai envie, évidemment je suis interpellée par l'effet de décalage, la question des hiérarchies, mais il me semble qu'on pourrait dire aussi de ton travail qu'il ne s'agit pas d'une simple affaire de langage.
Non, effectivement, l'idée même, dans mon travail, justement, cette idée de hiérarchie, de toutes ces hiérarchies à abattre, c'est au cœur même de l'écriture. Et c'est-à-dire que c'est pas simplement de hiérarchie entre les êtres humains et entre les langues des êtres humains. Et bien sûr que les dominants ont abattu aussi les corps des langues dominées, bien évidemment, et créé des hiérarchies qui ont mené jusqu'à la mort et qui mènent encore jusqu'à la mort de langues. Ça ne cesse pas, mais aussi de la hiérarchie qu'on met entre des langues humaines et des langues non humaines. Et ce que j'essaie d'appeler au travers de l'écriture, c'est aussi d'essayer de rappeler les fantômes qui nous habitent et qui, parce que on est nous-mêmes peuplés de langues d'avant nous, de langues animales, de langues végétales, de langues minérales, et que tout ça, ça bouge et ça remue à l'intérieur des corps, et que mon désir d'écriture, il est là, peut-être qu'il se pose là, c'est-à-dire d'essayer de ramener à la surface des corps, le corps de la lettre noyée. C'est magnifique. Ouais. Et en fait, en t'écoutant, je pense que tu parles de fantômes, mais bon, là, malheureusement, on n'a pas la possibilité de montrer ton travail parce qu'il me semble qu'il y a cette espèce de dimension quand tu fais appel aux langues ou langage du végétal, du minéral, qui sont très présents dans le livre. C'est aussi, il me semble que tu fais appel à quelque chose de cyclique aussi, qui s'apparente au cycle de la vie et de la mort, qui est très prégnante dans ce texte et ailleurs. Oui, du cycle effectivement, du cycle des planètes, de ces révolutions, perpétuelles dans lesquelles on se trouve et qui se trouvent en nous, et c'est ça que j'essaie, c'est une tentative d'utiliser aussi les mots comme des objets et des corps célestes aussi les mots. Et dont le support n'est pas fixe. Je pense par exemple, et tu pourras peut-être nous donner d'autres illustrations de ceci, mais je pense à ton texte Go, qui a été publié sous forme de livre, mais pour toi, le livre n'est pas forcément la forme finale ou l'aboutissement d'un projet. C'est un passage, et c'est pas du tout contre le livre. J'ai rien contre les livres, je les aime plutôt bien. Mais, il me semble. Mais je pense pas que il faille concevoir le livre dans le format qui domine, parce que là encore, il y a quand même quelque chose de dominant dans la forme qu'a pris le livre, d'être un pavé, un rectangle. C'est très bien qu'il s'ouvre pour accueillir un texte, pour l'abriter, mais c'est un passage, c'est une transition. Et je pense que le corps du poème, il
il peut être accueilli et même, moi je dirais, c'est même que doit, pour moi, il doit être accueilli sous des formes multiples et qui sont, tu citais Go par exemple, Go, effectivement, c'est une installation aussi, c'est qui prend la forme de la peau, de la bête abattue, mais la forme de lecture, le passage du texte par le corps, par la voix, c'est aussi une façon de l'éditer et de lui redonner vie sous des formes diverses parce que sinon, si la finalité c'est le livre, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu coincé parce qu'il y a c'est pas rond du tout la forme des livres maintenant. C'est quand même très 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 carré et je pense que dans l'écriture il y a plein de choses qui peuvent pas rentrer dans cette forme angulaire. Il y a plein de choses très tu parlais de cycle, il y a plein de choses cycliques et très rondes et elles ont besoin de divers espaces. Et donc, dans le cas de Go, par exemple, il me semble que tu avais aussi écrit le texte sur un rouleau. Est-ce que... Oui. Et donc, Il y a aussi souvent mes textes à la fin. De toute façon, je n'écris pas avec un clavier. Ça, c'est qu'à la fin, vraiment, quand je le donne à lire, à voir. Mais avant, j'écris toujours à la main. Je peux pas écrire autrement qu'à la main. Et il y a un passage où quand le texte commence à prendre sa forme, je l'écris et parce que je l'écris et dessine, en fait, c'est le même geste, c'est le même acte. Et ensuite, la lecture, en effet, c'est le déroulement, le déroulement de ce rouleau. Et par ailleurs, souvent dans tes dessins, les traits, enfin ce qui ressemble à des traits, en fait, est fait d'une écriture minuscule. Oui. Oui, voilà. Donc la langue, l'écriture, elle est présente dans le dessin et le dessin également. Il n'y a pas de... Voilà, c'est effectivement, c'est tout le contraire de ces murs voilà, dont je parle. C'est justement le fait qu'il n'y ait pas de mur et pas de frontière entre ces différents moments de la création. Et qu'elle soit, que ça soit des dessins, effectivement, dans mes dessins, il y a de l'écriture. Il y a des mots, parfois, dans tous les sens. Ils sont à l'envers, à l'endroit. Ils sont parfois des fragments. Des fois, il ne reste plus qu'une lettre même. Mais il n'y a pas d'un côté... Il n'y a pas d'un côté bien rangé des dessins et puis d'un autre côté bien rangé de l'écriture. Donc, ça s'entrelace, ça s'entremêle. C'est un autre, voilà, c'est une autre forme d'enlacement. Et puis, dans les livres, il y a aussi ces livres que donc je pense par exemple à Vis-à-vis, que tu avais publié sous forme d'un tout petit livret et que tu as repris sous la forme d'un livre. Alors ça, c'est les éditions Le Vent refuse de Jacqueline Merville, donc qui est écrivain et elle fait des livres, mais qui sont vraiment des objets à 2-3 exemplaires comme Vis-à-vis et où on avait fait effectivement ce projet ensemble, mais c'était à son invitation, après qu'elle ait lu ce texte que j'avais écrit, Visa. Et
là, effectivement, ce sont des interventions absolument manuelles sur chacune des pages. Oui, oui, c'est très, j'allais dire quelque chose d'un peu évident, tactile, mais il y a un aspect très sensuel et qu'on retrouve d'ailleurs dans les livres que tu édites toi-même, Fidèle Antelmix. Oui, les Fidèles Antelmix aussi, comme tu le sais, puisque tu as des livres chez Fidèle Antelmix. Oui, c'est vrai. Ils sont très contents, ils sont très heureux de se retrouver. Là, justement, il y a un souci à la fois de l'objet et de la lecture en même temps. Ce sont des... Enfin, c'est dommage, encore une fois, qu'on puisse pas les montrer, mais ce sont des livres sans couverture, en fait. Alors, ceux de la collection, effectivement, la Motesta, effectivement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sans couverture, c'est qu'ils ont une couverture qui n'est pas, qui ne contraint pas le texte, qui ne l'attache pas et qui ne le retient pas. Et le texte, donc, sa forme de livret est détachable de la couverture qui, elle, s'ouvre, qui de l'extérieur ne montre rien d'autre que le titre, le nom de l'auteur et de l'éditeur. Mais une fois qu'on la déploie, ça devient un triptyque et l'image n'est pas sur le recto de la couverture, elle n'appelle pas le regard. C'est une fois que les mains ont ouvert, ouvert cette couverture, qu'on va y trouver dedans un livret, mais un livret libre de sa couverture. C'est-à-dire qu'il y rentre, dans sa couverture, mais il peut en sortir aussi. Il y a cette idée qu'ils ont une indépendance l'un et l'autre. C'est cette couverture triptyque et ce livret, mais qui, là encore, peut-être qu'à un moment donné, ils viennent. Il y a encore une histoire d'enlacement, oui. Oui, encore. Oui, parce que la couverture, c'est un étui, c'est une pochette. Oui, mais elle ouvre, elle s'ouvre comme des bras, quoi. Elle s'ouvre et puis après, elle se referme. C'est effectivement un geste qui peut ressembler à celui des bras qu'on lace aussi. Oui, oui. Oui, et qui me fait, je ne sais pas trop pourquoi, penser aux arbres, en fait. Aux bras. Oui, à ces branches qui viennent s'ouvrir. Il y a il y a ça, c'est dans l'objet, c'est que ça soit pas quelque chose dans un format qui referme et qui à nouveau remette des murs, des frontières, que ça s'ouvre grand. Et par ailleurs, il y a souvent, ce sont des projets en commun. Je pense à un Rafle ou bien la Porte Rouge, où tu as réuni, donc c'était au départ des actions qui ont eu lieu soit à Avignon, soit à Marseille, et qui ont été pratiquées, commises, activées par différentes personnes. Et puis tu as rassemblé les textes ensemble sous une même enveloppe. Oui, ça, il y a plusieurs, effectivement, livres qui sont venus comme la trace d'action, parce que ce sont effectivement des actions dans un territoire, en l'occurrence la Porte Rouge, dans les cités HLM qui sont autour de la vieille ville d'Avignon et où on ne va jamais quand on n'y habite pas. Et puis Rafle, en plein centre-ville de Marseille, une action qui ne
tient que le moment de quelques heures et la rencontre avec les gens qui passent et qui viennent déposer leurs paroles, mais c'est quelque chose qui se produit dans un temps à chaque fois bien précis et qui ne reviendra plus. Et le livre, à chaque fois, c'est la mémoire de tous ces gens-là qui sont venus déposer des paroles. Et au départ de chacune de ces actions, il y a un mot ou plusieurs mots. Oui. En ce qui concerne la Porte Rouge, c'était le mot frontière et puis c'était divers synonymes et puis un autre qui était un verbe passé et puis les gens venaient s'asseoir à une table et venaient raconter leur expérience du franchissement de la frontière parce que c'était dans la grande majorité des habitants des gens qui eux-mêmes avec leur corps avaient franchi les frontières et parfois avec des trajets très très douloureux et donc ils venaient simplement raconter ça et l'idée c'est que il n'y ait pas de capture, quand on parle de capture d'image, de capture de son, qui est surtout pas de capture, que les gens n'étaient ni enregistrés ni filmés. À chaque fois, aussi bien pour Rafle qu'une autre aussi, d'autres performances dans la cité, qui c'est simplement d'écrire celui qui vient donner ses paroles, celui qui est en face. On écrit avec notre main, là aussi, toujours avec la main, sur un cahier qui a des feuilles. Et il n'y a pas de... Il y a rien d'autre que de la bouche de celui qui parle et de l'oreille de celui qui reçoit et de la main qui retranscrit ce qui sera ensuite recueilli par l'ouvrage. Oui, et puis ça assume la forme en quelque sorte d'un testament aussi, et qui permet autant de fuir, mais aussi de s'installer, le temps de l'échange. Alors, testament, non, je sais pas, parce que dans testament, je pense qu'il y a l'idée forcément qu'il y a la mort entre-temps qui est intervenue. Tandis que là, c'est je vois ça plutôt comme un dépôt, comme un dépôt aussi, un dépôt minéral, quelque chose qui se dépose, mais qui est pas la mort, c'est irréversible. Donc, ce qu'on a dit dans le testament, on pourra pas revenir dessus. Tandis que là, il y aurait presque l'envie que les gens, on puisse les retrouver et pourquoi pas plus tard, à un autre moment, et qu'ils aient que leur dépôt entre-temps est changé mais que il y a quelque chose d'une parole vivante, oui, que je n'entends pas dans le testament. Et qui renvoie un petit peu au travail que tu fais dans Espèce aussi, où il y a cette espèce de mouvement entre ces différents états. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce texte-là. Donc, il y a les étudiants du cours qui ont préparé pour toi des questions que j'aimerais partager avec toi. Alors, la première est de Geneviève. Elle te dit, dans Espèce, les êtres vivants, humains, animaux, végétaux,
sont mélangés jusqu'à ce que nous les confondions. Vous comparez espèce à un ver de terre qui effectue des mouvements de haut en bas, transportant la terre vers le haut et faisant entrer l'air et l'eau vers le bas. Est-ce que le feu joue aussi un rôle dans l'écriture de cette œuvre, dans cette prise de parole? Si tel est le cas, en quoi espèce transporte, attise ou éteint ces feux? Oh, comment s'appelle-t-elle, la Geneviève. questionnaire? Geneviève. C'est une belle question parce qu'effectivement, je cite je pense plus souvent l'eau, la terre et l'air que le feu. Ça, il me semble que cet élément, mais il est contenu, mais je le vois, le feu, comme contenu dans une écriture malgré tout qui est une écriture qui se révolte. Et c'est plus dans le passage aux humanités qu'il intervient peut-être sous une forme plus dite, parce que je vois, moi, le feu comme quelque chose qui est très... Je le vois, c'est-à-dire que je le visualise et qu'il est dans un mouvement perpétuel et il stagne pas. Il peut pas stagner. L'eau, elle peut stagner. La terre, elle peut se mettre en sommeil, et le vent peut s'arrêter de souffler, mais le feu, je le vois comme n'existant que dans le mouvement. Et je vois la révolte comme ce feu-là. Alors, c'est peut-être là que les lettres sont en feu. C'est peut-être à ce moment-là qu'il est le plus visible. Mais c'est vrai que souvent il est plus tapi que les autres, que les trois autres. Oui, j'ai pensé tout de suite à la jeune fille barbare. Oui. Oui. En lien avec le feu. Parce que son corps est une révolte, en effet. Oui. En lui-même, il est une révolte. Donc c'est un corps. Et elle sera brûlée. Elle est brûlée. Elle est suppliciée de différentes façons atroces. Oui. Mais c'est plutôt le feu contenu dans le corps de la révolte. C'est là, je le vois contenu dans tout corps révolté. Il y a le feu. Il y a quelque chose de l'ordre du feu. Et dans l'écriture qui se rebiffe, qui se rebelle, le feu est là dans la lettre, dans cette lettre enflammée. Et qui a une dimension mystique, non? Ce feu. Oui. Parce qu'il permet forcément de retrouver la vie dans une autre forme encore. Et c'est là que viennent les termes, mais qui sont pas une fin. C'est un terme qui vient pour donner une autre forme à la vie, c'est-à-dire qui met fin, donc forcément, à une certaine forme de vie, de parole, de langue, mais qui va donner à nouveau vie au terme, au mot, à la langue, et c'est reparti pour un nouveau tour. Voilà. Alors, une autre question vient de Jean-Michel qui t'écrit « Cher Frédéric, au travers d'espèces,
est avancée une prise de conscience de l'altérité et de la similarité, de ce qui relie l'humanité à l'animalité, de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Il est question d'être de toutes espèces. Cette dissémination des sujets est intrinsèque à l'antispécisme. Est-ce que votre vision est inspirée d'autres écrits activistes issus de ce courant philosophique et moral? Si oui, lesquels? Alors, cher Jean-Michel, c'est pas de la littérature antispéciste que j'ai lu, j'ai lu beaucoup de choses qui sont plus, comment on peut appeler ça, mais tout bêtement, des tracts. Des tracts, par exemple, quand j'ai commencé à rencontrer en fait, des gens qui parlaient de ces choses qui me préoccupaient en fait depuis tout le temps. Et je me suis aperçue que certains mettaient ce terme d'antispécisme. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais quand je l'appelle espèce, ce poème, parce que je le conçois comme un poème, il pose la question. C'est-à-dire qu'il pose la question justement des frontières, des hiérarchies, des exploitations, des appropriations du corps de l'autre, quel que soit son corps. Mais pour autant, je me rattache pas à une idéologie qui serait celle de l'antispécisme, parce que je sais pas en fait, parce que je me pose la question sur l'espèce. Est-ce qu'il y a espèce humaine ou est-ce qu'il n'y a pas espèce humaine? Mais c'est pas tout au long, c'est pas une affirmation. Tout au long, c'est une question. C'est une question, mais une question qui me taraude. Et là, par exemple, je lis, je l'avais jamais lu. Comment il s'appelle? C'est George, je crois son prénom. Cesarano. C'est Apocalypse et Révolution. Et c'est pas du tout le sujet de l'antispécisme, mais c'était sa façon de faire partir le socle de notre monde capitaliste, d'aller rechercher ses racines dans notre fonctionnement, dans la préhistoire même. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve ça très important, parce que là, souvent, maintenant, forcément, le capitalisme, on voit bien l'horreur absolue que c'est. Mais le fonctionnement d'appropriation du corps de l'autre n'est pas né avec la révolution industrielle. Et c'est dans les fondements de l'organisation au néolithique où il faut domestiquer. Il faut domestiquer la plante, il faut domestiquer l'animal, il faut domestiquer la femme aussi. Et puis après, ça va donner toutes les horreurs qu'on connaît des guerres coloniales et
et de l'exploitation du prolétariat. Mais et je vois l'exploitation du corps de l'animal participant à ça. Et c'est ça qui me questionne. Et l'exploitation du corps du végétal et forcément du minéral, puisqu'on repose, on repose sur lui. Mais pour autant, je me définirais pas comme antispéciste. Je ne sais pas si je réponds à la question de Jean-Michel. Tu serais antinomique. On m'a déjà fait la réflexion. Mais en fait, la question et tes questions qui viennent se joindre à la question de Jean-Michel vont dans le sens de la question de Camille, en fait, qui s'interroge justement sur la hiérarchisation et les formes, ou la forme. Donc, je vais te lire sa question. Dans un souci de vouloir soustraire toute forme de hiérarchisation, que ce soit dans le rapport entre les êtres vivants par le brouillage des pronoms, ou dans la forme du texte par l'absence de majuscules et de ponctuation, soudainement, nous pouvons accorder une toute autre importance à l'espace blanc entre les mots et les pages. À l'intérieur des 7 gestes textuels, on peut retrouver 2 d'entre eux proposant une distinction. Les textes faisant partie des séries Fluide et Humanité sont marqués d'un espacement entre le titre et le poème. Ces espacements semblent s'ouvrir sur un univers de possibles, laissant place à l'imagination et à la réflexion, un lieu de repositionnement. Quelles sont alors les intentions derrière ce choix d'inclure ces espaces blancs à l'intérieur des pages du livre? Alors, ce qu'il y a, c'est que les espaces blancs, c'est-à-dire tout au long, parce que c'est vrai que c'est ma façon, moi, de ponctuer les choses, où la question j'ai pas bien compris si la question était liée simplement à ceux qui ont des titres. Je pense qu'il y a peut-être confusion. Enfin, moi aussi, en lisant la question, je me suis interrogée là-dessus. Je pense que Camille s'interroge par rapport à l'espace entre les poèmes qui portent des titres et le poème même. Donc, par exemple... Parce que, en fait, en ce qui concerne les titres, là, malheureusement, c'est pas, c'est un problème c'est à l'édition qu'il y a eu en fait, un espacement en concernant ces deux gestes, alors que tous, par exemple, quand on est les légumes, les oignons, les carottes, l'aubergine, c'est les titres aussi. Mais en fait, là c'est pas moi qui en ai décidé. Moi, j'aurais préféré, c'était comme ça que je l'avais écrit, que sous Saint-Zacharie et Roquevert ou sur Yvonne, il n'y ait pas d'espacement. Pareil pour. Donc, ça c'est pas moi. Par contre, bien évidemment que les blancs, pour moi, ils font partie de l'écriture tout autant que le reste des caractères. Mais cette question, pardon, vas-y. Oui, dis-moi. Mais en fait, je retournais sur justement la présentation des textes et ce à quoi ceux qui subissent pendant le processus de d'édition ne revient pas toujours d'un choix, ne relève pas toujours d'un choix de l'auteur. Donc, on peut faire toute une exégèse d'un texte sur un détail qui n'a pas été de son ressort, en fait.
Et Oui, mais je pense dans la question, là, il y avait effectivement la question qui pouvait se poser parce que tout à fait, moi, c'est quelque chose qui pour moi est problématique, le fait de cette séparation oui, dans ces deux gestes. Il y a une séparation que moi, que je considère pas comme valide. oui, Par contre, la question, elle concerne aussi, je pense, tous les autres blancs, tous les autres blancs qui sont pour moi, que j'écris avec ces espaces qui sont qui sont des respirations, qui sont des façons de donner dans le corps du texte une, une vision de, de la respiration, de la façon de le lire, de la façon dont je l'écris et donc de la façon dont je le lis. Et, et, et puis aussi, c'est ce qui est contenu dans la question quand elle dit que c'est vouloir se soustraire à la hiérarchisation parce que la ponctuation est quelque chose qui est une hiérarchisation dans la façon dont le texte est rythmé, mais, mais qui me correspond pas, qui correspond pas à justement, c'est exactement ça, c'est que je refusant une certaine hiérarchisation de la pensée, je ne veux pas accepter certaines ponctuations qui correspondent pas à, à cette façon de poser la lettre, le caractère, le mot dans un espace que je considère. Et, 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 et j'écris en essayant aussi d'avoir un égard pour l'espace et, et pour la lettre en tant que caractère. Et, et, et c'est tout à fait juste d'y voir là aussi cette idée d'abolition d'abolition de la soumission de certains caractères à certains autres. et ce souci, il me semble, est présent aussi dans tes lectures où tu donnes une valeur égale à chaque mot. Tu fais un travail aussi sur l'intonation, sur l'appui et si c'est une musique en quelque sorte qui se répète et donc qui n'appuie pas plus ici qu'ailleurs. C'est vrai que c'est pour ça aussi le choix des minuscules. Oui. Tout est minuscule. Tout est minuscule et donc cette respiration est très importante. Cette respiration entre les mots, elle fait partie de l'architecture du texte visuellement et elle fait partie de sa construction. Il peut pas, voilà, il tient aussi grâce à ses vides, grâce à ses manques, grâce à ses absences. Il est pas tout bien plein, tout bien rempli. Il a aussi toutes ses absences et elles sont importantes. Comme ça a quelque chose aussi en lien avec les actions dont tu parlais tout à l'heure, Rafle ou la Porte Rouge ou d'autres. Ces actions-là, elles sont là pour que ceux qui sont muets puissent faire entendre
leur voix quand ils viennent faire le dépôt de leur témoignage. Donc, il y a ça aussi. Il y a quelque chose qui est contenu dans la forme même de l'écriture. Donner sa place et rendre sa place. Pas la donner. C'est pas un cadeau qu'on lui fait. C'est rendre sa place à ce qui est muet ou à ce qui a été plongé dans l'amuissement. Mais ça, c'est bien parce que tes réponses en fait s'ouvrent sur des questions qui arrivent. C'est un joli enlacement aussi. Sarah Jane te dit qu'à la lecture d'espèces, bon, je lis à sa première personne, à la lecture d'espèces, j'y vois le vivant qui s'entremêle à travers des histoires passées, des mauvais rêves balayés et des gestes en vain. Est-ce la pluralité recherchée? La pluralité, le vivant qui s'entremêle à travers des histoires passées, des mauvais rêves balayés et des gestes en vain. Est-ce la pluralité recherchée? Mais c'est bien en fait ces questions parce que ça me fait poser aussi, ça me les fait poser à moi. Parce que je sais pas, j'oscille entre répondre d'une part oui, la pluralité, parce que effectivement dans le choix de ce long poème, il y a quelque chose qui est toujours pluriel, qui est pas un jeu, c'est pas le jeu qui est mis en avant, c'est une aventure où petit à petit se mêle et se mélange tout ce qui, c'est ce qu'elle dit au début de la question, c'est tout ce qui est vivant. Il y a vraiment là c'est totalement pluriel. Après, il y a quelque chose que j'aime bien dans le singulier, c'est le côté qui serait un peu le particolare, le détail, quelque chose de plus petit. Mais dans l'écriture d'espèces, il y a ce jeu permanent entre l'immense et le minuscule. Donc je pense que s'il y a une réponse, si je peux donner une réponse, c'est qu'il y a une oscillation permanente entre le singulier, le particulier, dans le sens le détail, le minuscule, le plus que minuscule. Et puis avec le vaste, avec le tout, et donc avec la pluralité. Mais je crois que le poème, il se tient là, dans cette oscillation permanente, je crois. Donc il est en mouvement, c'est ça. Et la pluralité serait quelque chose, même malgré l'idée de dissémination, serait quelque chose de fixe. Oui, c'est-à-dire trop englobant, Oui. à un moment donné, il pourrait être trop englobant. Alors ça bouge, mais c'est comme un truc un perpétuel déséquilibre et rééquilibre. C'est pas un mouvement assuré. C'est quelque chose qui
qui est sur le fil, qui peut tomber. Ouais. Mais ça aussi, ça vacille et c'est comme ça que ça, je pense que ça, c'est une déambulation, c'est aussi une déambulation. Oui. Alors, on en arrive aux dernières questions, qui sont toutes deux de Sophie. Elle dit, je pense à la question de la figure fractale, difficile, impossible à saisir par l'énoncé. Pourrais-tu parler des rapports entre textuel et visuel dans ton travail? Parce qu'on a déjà fait un petit peu de la mise en page des lettres et des images. Je pense à la couverture de Espèces, mais aussi à celle d'un geste décidé. Donc la question, c'est sur le lien entre textuel et visuel, c'est ça? C'est ça, oui. La mise en page des lettres et des images. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je n'arrive pas à avoir d'une part le textuel et d'autre part le visuel. Et c'est pour ça que ces vides et ces blancs sont si importants, c'est qu'ils sont aussi importants que les mots, parce qu'il y a une première vision de la page. Et la première vision d'une page, avant qu'on décrypte, et donc qu'on lise ce qui est écrit dessus. Avant, il y a un paysage, il y a quelque chose qui est purement visuel. Et ce visuel-là, il va, c'est encore dans l'oscillation. C'est aussi dans l'oscillation du regard. Et on va aller s'approcher, et en s'approchant, on rentre dans ce paysage qui au départ a quelque chose, un rapport avec l'horizon. Et une fois qu'on est à l'intérieur, alors à ce moment-là, on utilise une autre pratique qu'on a apprise depuis qu'on est petit, c'est-à-dire à lire, à assembler les lettres et les mots. Et à ce moment-là, on a un rapport textuel. Mais le premier rapport, pour ma part, il est visuel. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que j'écris à la main. Oui. Et j'écris à la main, et quand j'écris à la main, je dessine. Et c'est la même chose, mais c'est sur une page où, pour moi, la page, c'est un paysage. Et il va, petit à petit, il va y avoir poème, mais avant même qu'il y ait poème, il y a eu le tracé, d'un dessin et d'une architecture d'une page. Tu me fais penser, pardon, vas-y, excuse-moi. Non, continue. Je pensais à Simone Schwarzbart, qu'on a lu la semaine dernière, et qui dit justement que pour l'écrivain antillais, le paysage est l'alphabet. L'alphabet, c'est le paysage. Et ce rapport enfin, c'est même pas un rapport, c'est une imbrication, c'est une indifférenciation entre le langage et le paysage. Et la langue même ne la permet pas, cette imbrication, parce elle est faite de séparation. Elle met en place des séparations. Enfin, les langues
déjà, disons, les langues occidentales, pour le dire rapidement. Mais... Oui, elle sépare, elle sépare. Mais il y a aussi ça, je pense, qui est essentiel dans l'écriture, c'est quand on trace la lettre, et c'est vrai que le rapport à l'écriture, je pense qu'il est très, très différent. Quand on tape sur un clavier où les lettres, elles sont déjà formatées et elles sont à des places du clavier selon les pays, tout ça est déterminé et on va écrire avec ça. Et c'est un geste très, très différent de celui qu'on fait en traçant la lettre avec une main. Et en faisant ce geste-là, d'abord, on en revient à la mémoire de notre propre corps dans l'enfance. Ouais. Dans l'enfance, quand on a commencé à tracer des lettres qu'on nous a apprises, mais quand on nous les a apprises, on les voyait pas comme des lettres, on les voyait, c'était des dessins, jusqu'à ce qu'on nous fasse entrer cette vision alphabétique du monde. On a tracé des lettres au début en continuant à les tracer comme on dessinait depuis qu'on est petit et qu'on commence à tracer des formes qui sont des figures du monde. Mais que les êtres humains ont tout de suite aussi eu ces gestes-là, alors qu'il n'y avait pas de langue, il n'y avait pas de langue écrite, mais il fallait qu'ils laissent une trace et il fallait qu'ils tracent. Et donc, il fallait qu'ils dessinent. Et à la fois, en dessinant, ils ingéraient le monde, mais ils le rendaient aussi par ce même geste. Et je pense que le poème, c'est ça, et que ce textuel et ce visuel, il est pour moi jusqu'au bout c'est inséparable. C'est inséparable, et c'est à la fin de l'écriture, quand je me défais du texte. Alors à ce moment-là, je vais passer par l'outil avec le clavier, les lettres qui sont déjà avec des typographies décidées. Et ce qui est important, et c'est pour ça que c'est souvent compliqué, parce que dans des formats, par exemple, comme celui d'Espèce, c'est très réducteur des blancs qui sont si importants, des vides qui sont si importants, de l'architecture de la page qui devrait beaucoup plus respirer. Et peut-être que là, justement, ça fait oublier cette importance que ça a eu pour moi dès le début. L'écriture, pour moi, d'un poème, il y a toujours au début quelque chose de l'ordre du visuel, du dessiné et du passage par la main, et d'un paysage. D'un paysage qui va se déposer en l'occurrence sur une page. Et c'est sur cette page que nous allons terminer notre suspendre notre échange. Déjà, tu vois, moi qui avais perdu l'habitude de pouvoir parler, t'as pas envie de... Là, maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Et donc, on va refaire ça bientôt. Mais je te remercie infiniment d'avoir voulu prêter ta parole, ta pensée, ta perception
Moi, je vous remercie, toi, Nathanaël, et puis tous les étudiants qui parlent leurs questions, mais sincèrement, ce que je dis, c'est très sincère, c'est qu'ils ils ont permis pour moi de soulever des choses qui, qui sont importantes, parce que c'est important de tout le temps re-questionner un texte pour qu'il soit vivant, justement. Et qu'ils vivent en fait dans la réception de celle ou de celui qui le lit. Et Oui, donc, il c'est change sans cesse très, de très, forme très, aussi. c'est très, très important, parce que sinon, oui, ça peut aussi vite se figer, parce qu'il n'y a plus la question posée. Alors que je pense que c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. C'est la question qu'elle pose. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, il te pose aussi en tant que question. Ouais. Un grand merci, Frédéric. Depuis cet entretien qui aura eu lieu entre Marseille, la Martinique et Gatineau, qui fait le relais entre ces lieux et qui en interpelle bien d'autres. Merci beaucoup de ta générosité. Merci, Nathanaël. À bientôt. À bientôt.